Les 12 travaux d'Hercule de Jean Duché. Sur la plus haute montagne de la Grèce vivait un très grand dieu, Zeus, à la barbe longue. Cette montagne s'appelait l'Olympe. Zeus avait un palais en marbre blanc, couvert de toits en or qui resplendissaient de 1000 feux au soleil levant. Il aimait bien boire et bien manger, et chaque jour, il présidait le déjeuner de famille, assis sur un trône d'or. À côté de lui, sur un trône d'argent, sa femme, Héra, le surveillait du coin de l'œil. Parce que ce grand Zeus à la barbe longue avait parfois des démangeaisons d'escapades, et Héra n'appréciait pas du tout ses gamineries. Zeus avait beaucoup d'enfants, qui étaient de petits dieux ou de petites déesses. Son préféré était Apollon, le plus beau, dont la chevelure blonde ressemblait au soleil, et qui jouait si bien de la lyre qu'il était le dieu des musiciens. Chez les filles, sa préférée était Athéna, parce qu'il l'avait faite tout seul, sans l'aide d'Héra, dans son crâne. C'est très pénible de faire un enfant dans son crâne. Il avait fallu lui ouvrir le front d'un coup de hache. Le visage d'Athéna rayonnait d'intelligence. C'était bien naturel, puisqu'elle sortait du cerveau de Zeus. Elle devint la déesse des sciences et des arts. Avec tous ses enfants divins, Zeus aurait dû être un père satisfait. Eh bien, ça ne lui suffisait pas. Il rêvait d'avoir un fils qui serait, devinez quoi? Un homme. Rien qu'un homme. Seulement voilà. Est-ce qu'un homme né de Zeus pouvait être un homme comme les autres? Et puis, quand on est un dieu, comment faire pour faire un homme? Entre deux festins, pendant la sieste, Zeus ruminait la question. Soudain, un jour, il s'écria Eureka! Ce qui signifie en grec J'ai trouvé. Au cœur de la Grèce, dans le royaume d'Argolide, régnait un prince nommé Amphitryon. Son épouse Alcmène était la plus belle et la plus vertueuse des femmes. En ce temps-là, Amphitryon faisait la guerre aux frontières contre les voisins qui voulaient envahir son pays, et Alcmène attendait sagement le retour de son mari. Et voilà qu'un soir, sans prévenir, Amphitryon revient. Elle ne l'espérait pas si tôt. Elle l'accueillit avec des transports de joie. Le lendemain matin, lorsqu'elle se réveilla, il avait disparu. Il a dû aller passer l'inspection de ses soldats, pensa-t-elle. Elle ne se faisait pas de soucis. Et en effet, le soir, à l'heure du dîner, Amphitryon était là. Pas trop fatigué? dit-elle. Elle ajouta avec un sourire tendre. Nous n'avons pas beaucoup dormi la nuit dernière. Amphitryon écarquillait des yeux ronds. Il ouvrait la bouche, mais aucun son n'en sortait. Hier soir? Il était encore à la guerre. Est-ce que sa femme avait des visions? Est-ce qu'elle était devenue folle? Ou bien elle se moquait de lui peut-être? Il appela en consultation Tirésias, qui était le plus fameux devin de la Grèce. Et Tirésias lui dit Amphitryon, ton nom deviendra illustre. Zeus t'a fait l'honneur de prendre ton apparence pour visiter ta femme. Il lui naîtra un fils qui sera nommé Hercule et sera le plus fort de tous les humains. Zeus avait atterri sur l'Olympe. Il était si content de ce qu'il avait fait qu'il ne pouvait pas tenir en place. Il allait et venait dans le palais, annonçant à tous Un petit prince va naître en Argolide. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez. Il sera le roi du pays. Naturellement, cela vint aux oreilles d'Héra, qui n'eut pas de mal à deviner ce que ça voulait dire. Elle le connaissait, son Zeus. Quelle bonne nouvelle! S'écria-t-elle. Vraiment? Peux-tu jurer que le petit prince qui va naître régnera sur l'Argolide? Zeus jura. L'imprudent, l'insensé. Il ne la connaissait donc pas, son épouse jalouse? Un petit cousin d'Hercule était attendu en Argolide. Héra s'arrangea pour le faire naître le premier. Et comme ce que Zeus avait juré devait être accompli, ce fut ce petit cousin-là, un affreux, un minable, qui se trouva à régner sur l'Argolide et sur Hercule. Quand les deux cousins furent devenus grands, le minable monta sur le trône, et l'autre, qui n'avait pas encore mérité de s'appeler Hercule et qui avait peu de goût pour les études, s'en alla courir les bois avec les bêtes sauvages, où il acquit une santé formidable, des épaules et des cuisses énormes, et avec ça, le cœur sur la main.
toujours prêt à mettre sa vaillance au service des faibles. Tout le monde l'aimait. Cela ne plaisait pas du tout à Héra. Non contente de l'avoir privé du trône d'Argolide, elle méditait de le châtier. Mais de quoi? Et voilà qu'un soir, lors d'un banquet offert en son honneur par un peuple voisin, les Thébains, qui avaient délivré d'un tyran, il se dresse comme un sort qui claque, dégaine son épée, et il se met à massacrer les gens autour de lui. Zeus dépêcha Athéna d'arrêter le carnage. Elle eut beau filer comme l'éclair, quand elle arriva les cadavres jonchaient la table. Elle assomma Hercule d'un coup de massue derrière le crâne. Quand il retrouva ses esprits, il vit les cadavres autour de lui, sa mère qui pleurait, et il restait stupide, sans comprendre ce qui s'était passé. Athéna lui révéla la sinistre vérité. Héra l'avait frappé d'un coup de folie furieuse, pour avoir l'occasion de le punir. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à se préparer à entendre son châtiment. Mais ce n'est pas juste, s'écria Hercule. Je n'y suis pour rien, je n'ai été que le jouet de la vengeance d'Héra. Est-ce ma faute si je suis le fils de Zeus? Les hommes savent-ils ce qui est juste et injuste? Dit la sage Athéna. On ne discute pas avec les dieux. Au fond d'elle-même, elle savait bien que cela n'était pas juste. Mais qu'est-ce qu'elle y pouvait? Héra, la redoutable Héra, était l'épouse du dieu des dieux. Tu vas aller à Delphes, entendre la sentence de l'oracle. Sois courageux, je t'aiderai. Delphes était la cité sainte de la Grèce. Là, tous les dieux avaient leur temple, étagé sur une montagne au milieu des gorges sauvages, couvertes de forêts où erraient des loups et des renards. Une prêtresse, la Pythie, attendait Hercule, assis sur un trépied au-dessus d'un puits qui plongeait dans les profondeurs de la terre et d'où sortaient des fumées. Hercule se prosterna, puis se tint debout devant elle. Alors la Pythie, environnée de vapeur, prononça la sentence que lui dictait Héra. En châtiment de tes crimes abominables, tu es condamné à 10 travaux forcés. Va te présenter à ton cousin Eurysthée, qui règne sur l'Argolide. Tu es désormais son esclave, c'est lui qui ordonnera tes travaux. Prépare-toi à de terribles épreuves. Mais si tu en triomphes, tu deviendras immortel. Quoi? Lui? Hercule, l'esclave de ce misérable avorton? Il allait hurler de fureur lorsqu'il sentit qu'une main se posait doucement sur sa bouche. C'était la main d'Athéna. Il s'en alla à Tyrinthe, la cité d'Argolide où se trouvait le palais du roi. Si on pouvait appeler ça un palais. C'était plutôt une forteresse construite avec d'énormes blocs de pierre grise. Le roi était si lâche qu'il n'osait pas en sortir. Quand il vit entrer Hercule, il se mit à trembler. Cramponné des deux mains à son trône, il essayait d'avoir l'air d'un roi. Il articula d'une voix chevrotante. Te voilà donc à mes pieds, vil esclave, boue infâme. Doucement, gronda Hercule. Je suis ton esclave, oui, puisque la déesse Héra l'a voulu. Mais n'oublie jamais que je peux aussi t'écraser comme une limace. Ordonne, mais ordonne poliment. Dans, dans la forêt de Némée, tout, ses dents claquaient. On aurait cru qu'il avait des castagnettes dans la bouche. Tout près d'ici, il y a un lion qui t'attend. Va et tue-le. Un lion? Hercule en avait vu d'autres. Si ce n'est que ça, dit-il en haussant les épaules. Eurysthée eut une espèce de sourire narquois. Va, tu verras. La déesse Héra l'a mis là pour toi. Hercule s'enfonça dans la forêt. Contre sa cuisse battait sa longue épée. Sur une épaule, il portait la massue d'Olivier bonne à assommer un bœuf. Sur l'autre, le grand arc et le carquois plein de flèches. Au détour d'un sentier, Athéna lui apparut, tenant une brassée de flèches qu'elle mit dans le carquois, à la place des autres. Apollon t'envoie ses propres flèches, qui ne manquent jamais leur but, dit-elle. Lui aussi, il est de cœur avec toi, mais il aime mieux qu'Héra ne le sache pas. Hercule marcha des jours et des jours dans la forêt obscure, avançant à pas feutrés.
fouillant du regard les taillis, les bosquets touffus, où le lion pouvait se tenir caché, prêt à bondir sur lui. Enfin, un soir, à la nuit tombante, il surprit le fauve qui somnolait, digérant un festin. Il banda son arc, une flèche d'Apollon partit en sifflant, et elle rebondit sur la peau du lion. Le lion, réveillé par cette piqûre, bâilla, étira les pattes, et chargea Hercule, qui l'esquiva d'un saut sur le côté. Déjà le lion revenait sur lui. Mais Hercule avait pris son épée à deux mains, et d'un grand coup sur l'encolure, ah, ça aurait décapité un cheval. Mais dans la peau du lion, pas une entaille. Ce fauve était invulnérable. Que faire? Hercule se jeta sur le lion, l'encercla de ses bras puissants, et il serra tellement fort qu'il l'étouffa. Ensuite, il prit une de ses griffes si acérée qu'elle seule pouvait entamer son cuir, le dépeça, lava la peau dans un ruisson, et il s'en fit une tunique qui valait toutes les cuirasses. Maintenant, c'était lui qui était invulnérable. Il revint à Tirinthe ainsi vêtu, et coiffé de la tête du lion comme d'un casque. Eurysthée, en le voyant, fut si épouvanté, qu'il sauta dans une grande jarre de terre cuite pour s'y cacher. D'où il lui ordonna, d'une voix entrecoupée de castagnettes, « Va-t'en, tuer l'hydre de l'herbe, et rapporte-moi ses têtes !» L'hydre était un monstre qui vivait dans les marais de l'herbe. Elle était encore plus effrayante que le lion. Elle avait une longue queue de serpent, un corps de chien à 9 têtes et des crocs chargés d'un venin foudroyant. « Au travail, Hercule, je veux les têtes de l'hydre !» Une tête ou deux, cela aurait pu aller, mais 9 têtes! Hercule demanda à son neveu Iolaos de l'accompagner. Quand ils arrivèrent à la lisière de la forêt qui entourait le marais, ils s'arrêtèrent pour observer, cachés derrière des troncs d'arbres. Des canards naviguaient lentement, plongeant de temps en temps la tête dans l'eau, le derrière en l'air. Des poissons sautaient, faisant des ronds. Parfois, une bécassine s'envolait, lâchant son cri pareil à une petite crécelle, et elle traçait dans le ciel des zigzags. Mais l'hydre, c'était l'hydre qu'il voulait repérer. Soudain, une bande de canards décolla à grand fracas. 9 têtes, emmanchées d'un long cou, avançaient silencieusement. On ne voyait qu'elles au-dessus de l'eau. Elles disparaissaient les unes après les autres, quelquefois tout en même temps. Et elles ressortaient avec des poissons dans la gueule. Quand l'hydre fut rassasiée, elle se dirigea vers un îlot, où elle s'enfonça dans une espèce de tanière. Alors Hercule, suivi d'Iolaos, avança dans le marais en pataugeant, sans faire de bruit. Près de la tanière, Iolaos alluma un feu et y plaça la pointe de quelques flèches d'Hercule. Quand elles furent enflammées, Hercule se mit à tirer dans la tanière. Et bientôt l'hydre enfumé sortit, pleurant de ses 18 yeux. Hercule ne lui laissa pas le temps d'y voir clair. À grands coups d'épée, il coupait des têtes comme un moissonneur fauche les blés. 1, 2, 3, les têtes tombaient, floc, dans la vase. L'hydre enroula sa queue autour des jambes d'Hercule pour le faire tomber. Il coupa la queue. 4, 5. Mais qu'est-ce qui se passait? Plus il en coupait, plus il y en avait. Soudain il comprit. Il vit cette chose horrible à chaque coup coupé. 2 têtes repoussées. Il cria « À l'aide, Iolaos, à l'aide !» Mais Iolaos n'était plus là. Hercule se crut perdu. Iolaos était en train de couper un petit tronc d'arbre. Il avait tout de suite compris, lui. Ou plutôt, Athéna invisible l'avait inspiré. Il accourt avec le tronc d'arbre, plonge un bout dans le feu, et dès qu'il est rouge, il l'applique sur les coups coupés. Les chairs grésillent, fument, noircissent comme du charbon, et les têtes ne repoussent plus. Encore une. C'est fini. Hercule s'essuie le front, respire profondément. Il a tué la plus méchante bête de la terre. Il a tué la bête du mal. Hélas, non, pas tout à fait. La 9e tête de l'hydre était immortelle. Coupée, elle continuait à vivre et à montrer ses crocs venimeux. Hercule l'enterra sous un gros rocher, espérant que là-dessous, au moins, elle ne pourrait plus faire de mal.
C'était une bonne idée. Mais peut-être le rocher n'était-il pas assez lourd. Parfois la tête de l'hydre ressort, et on croirait la voir sur les épaules de certains hommes. Hercule éventra le monstre, ouvrit son foie, en exprima le venin pour empoisonner ses flèches. La peau du lion l'avait fait invulnérable, le venin de l'hydre le faisait invincible. Chaque épreuve le fortifiait. Il rapporta les autres têtes au palais de Tyrinthe. Les gardes lui interdirent d'entrer. Eurysthée avait trop peur de les voir. Il les déposa à la porte, et ce fut un messager qui vint lui dire de la part d'Eurysthée: Ce travail-là ne compte pas parce que tu t'es fait aider. Mieux valait en effet qu'Eurysthée ne dise pas ça lui-même à Hercule. Il l'aurait écrabouillé. Quand sa colère se fut un peu calmée, il entendit: Ton troisième travail est facile, Hercule. Tu n'as qu'à rapporter vivante la biche de Cérynie. La Cérynie était une montagne couverte de forêts dans le royaume d'Arcadie. Mais cette biche n'était pas une biche ordinaire. C'était la biche personnelle d'Artémis, que les Romains nommèrent Diane, déesse de la chasse. Elle avait des sabots d'airain qui lui permettaient de courir plus vite que toutes les autres biches. Facile de l'attraper. Hercule courut derrière elle pendant des mois. Comme il revenait à Tyrinthe avec la biche sur le dos, il rencontra Artémis vêtue de sa tunique courte, l'arc sur l'épaule, dont les yeux lançaient des éclairs. Elle lui dit: Comment as-tu osé, chien, capturer ma biche? Ô déesse, répondit Hercule, je ne suis qu'un pauvre homme condamné aux travaux forcés. Je n'ai fait que me soumettre au châtiment de la déesse Héra. Arrangez-vous entre déesses. Moi j'obéis. Artémis aimait les animaux, mais elle appréciait aussi les bons chasseurs. Elle sourit. Tu as raison. Promets-moi seulement que tu relâcheras ma biche quand tu l'auras montrée à l'infâme Eurysthée. Hercule le promit et tint sa promesse. Alors le messager d'Eurysthée, qui tremblait toujours dans son palais, lui déclara: Retourne en Arcadie, dans la forêt d'Érymanthe, vit un sanglier géant qui ravage des récoltes. Eurysthée le veut vivant. Au travail, Hercule, au travail. C'était en plein hiver. La neige couvrait le sol. Hercule eut vite fait d'y trouver les traces du sanglier. Les suivre jusqu'à sa bauge n'était qu'un jeu d'enfant. Il jeta sur lui un filet, et le sanglier se trouva pris comme un poisson. Hercule mit le filet sur son épaule et en route pour Tyrinthe. Mais cette fois, il ne se laissa pas arrêter à la porte des gardes. Il alla droit à la salle du trône. Eurysthée, épouvanté, sauta dans la jarre. Alors Hercule défit le filet, prit le sanglier à bout de bras, et il le tenait au-dessus de la jarre. Le voilà, ton sanglier! Ô mon roi, je le lâche? Eurysthée, les bras en l'air, suppliait. Ne fais pas ça, Hercule. Je n'y suis pour rien, moi. Je ne suis que le misérable instrument de la colère d'Héra. Si tu le lâches, redoute la déesse. Hercule riait et faisait durer le plaisir. Tous les serviteurs riaient, profitant de ce que le roi dans la jarre ne pouvait pas les voir. Hercule sortit dans la cour, prit le sanglier par les pattes de derrière, tournoya sur lui-même, et le sanglier s'envola par-dessus la muraille. Eurysthée sortit de la jarre. Ses dents jouaient des castagnettes plus fort que jamais. Ses genoux s'entrechoquaient. Il parvint à articuler. Oh, au travail, Hercule! Tu dois nettoyer les écuries d'Augias. Me prends-tu pour un garçon d'écurie? C'est l'ordre de la déesse, Héra. Augias, roi des Lydes, avait d'immenses troupeaux de bœufs qu'il soignait très mal. Il y avait dans ces écuries une couche de fumier si haute que les bêtes ne pouvaient plus y entrer. Nettoyer ces écuries, n'importe qui aurait pu le faire, seulement voilà. Hercule devait le faire en une seule journée. Et cela, c'était au-dessus de ses forces, même d'un surhomme. Mais ce n'était pas au-dessus des forces d'un dieu. Un fleuve coulait près des écuries, le fleuve Alphée. En Grèce, en ce temps-là, tous les fleuves étaient des dieux. Des dieux de deuxième catégorie, sans doute, mais enfin, tantôt ils débordaient et noyaient les gens, tantôt ils étaient à sec quand la terre avait soif, bref, ils avaient des caprices imprévisibles et redoutables, comme des dieux. Athéna conseilla à Hercule d'abattre un pan de mur au debout des écuries d'Augias, et d'aller prier bien poliment le fleuve de sortir de son lit. Avant de commencer, Hercule dit au roi: Je nettoie tes écuries, mais tu me donnes un dixième de tes troupeaux, d'accord?
D'accord, répondit Augias. Hercule alla parler au fleuve. Le fleuve fit un détour, s'engouffra dans la brèche des écuries, emporta tout le fumier. Le soir, les écuries d'Augias étaient propres. Le fleuve retourna dans son lit, Hercule referma les brèches. Augias refusa de payer le prix convenu. Pis encore, il informa Eurysthée. Et comme Hercule n'avait pas le droit de demander un salaire pour des travaux forcés, Eurysthée refusa de compter le nettoyage des écuries d'Augias. Avec l'hydre de Lerne déjà refusé, Hercule se trouvait condamné à 12 travaux. Le sixième, il est vrai, n'était pas terrible, du moins pour un tireur comme lui armé des flèches d'Apollon. Il y avait toujours dans cette Arcadie où il avait attrapé la biche et le sanglier, un bois peuplé de drôles d'oiseaux. Enfin, pas tellement drôles, pour les paysans qui recevaient leurs plumes sur la tête. Il faut dire que les plumes de ces oiseaux-là avaient des hampes en airain, pointues comme des fléchettes, et ces volatiles aimaient se nourrir de chair humaine. Quand ils avaient faim, ils se déplumaient, et un bombardement de fléchettes tombait sur les paysans. Hercule avait reçu l'ordre d'exterminer ces mangeurs d'hommes jusqu'au dernier. Malheureusement, dès que leurs sentinelles qui planaient très haut dans le ciel aperçurent Hercule, elles croissèrent l'alarme, et tous se réfugièrent dans la forêt. Comment les faire sortir de là? Hercule commençait à désespérer quand un vacarme assourdissant roula dans la forêt. C'était Athéna qui frappait sur des gongs de bronze. Les oiseaux affolés s'envolaient. Hercule tirait, tirait, et les flèches d'Apollon n'en manquaient pas un. Cette fois, 2 dieux avaient aidé Hercule. Eurysthée aurait bien voulu refuser ce travail, mais l'affaire le dépassait. Si des dieux avaient décidé de soutenir Hercule contre la malédiction d'une injuste déesse, fût-elle leur mère, s'il y avait de la rébellion dans l'Olympe, Eurysthée n'avait qu'à se taire. Et puis comment savoir si Zeus ne commençait pas à prendre en pitié son fils? Il en avait grand besoin, Hercule, car les 6 autres travaux qui l'attendaient allaient être de plus en plus durs, et ils allaient l'entraîner loin de la Grèce, jusqu'au bout du monde, et même dans les enfers. Il y avait alors, dans une très grande île, la Crète, des hommes qui menaient une vie beaucoup plus douce que les Grecs. Là, point de forteresse grise et triste comme celle de Tyrinthe. Leur ville était faite de maisons blanches avec des toits en terrasse et des cours intérieures fleuries de roses, de tulipes, de jacinthes. On dansait dans des oliveraies. On allait au théâtre, aux courses de taureaux. Mais il n'y avait pas de mise à mort. C'est à cause d'un taureau qu'Hercule dut aller en Crète, accomplir son 7e travail. De temps en temps, on sacrifiait un taureau aux dieux. Plus le taureau était beau, plus celui qui l'offrait était béni des dieux. Or, 3 princes étaient en compétition pour succéder au roi de Crète qui venait de mourir. L'un d'eux, Minos, eut l'idée de demander au dieu de la mer, Poséidon, de lui envoyer un taureau superbe, qu'il lui sacrifierait. Comme les Crétois étaient des marins, ils vénéraient tout particulièrement le dieu de la mer. C'est bien compréhensible. Si Poséidon favorisait Minos, Minos serait tout désigné pour la royauté. Et les Crétois virent sortir de la mer un taureau fabuleux, le poitrail aussi large qu'un char, les cornes comme des épées. Dans sa robe noire ruisselante, on aurait dit une statue de bronze. Le taureau alla tout droit à la maison de Minos. Le peuple acclama Minos, et Minos fut roi. Seulement voilà, ce taureau était si beau que Minos ne pouvait pas se résoudre à le sacrifier. Poséidon patienta quelque temps. À la fin, fatigué d'attendre le sacrifice qui lui était dû, il décida de châtier Minos. C'était tout simple. Il rendit le taureau furieux. Alors, dans l'île se répandit la terreur. Tantôt il galopait dans les rues avec un roulement de tonnerre et personne n'osait sortir. Tantôt il vagabondait dans la campagne, pourchassant les vaches et les taureaux ordinaires, brisant les clôtures, saccageant les récoltes. Si quelques paysans désespérés essayaient de le chasser, il les embrochait au passage et il les emportait, accrochés à ses cornes comme des misérables torchons. Minos avait entendu parler des exploits d'Hercule. Il pria Eurysthée de le lui envoyer. Hercule débarqua avec son épée, sa massue en bois d'olivier, son arc, les flèches d'Apollon, qui ne manquaient jamais leur but, et qui, trempées du venin de l'hydre, tuaient à tous les coups. Montre-moi ton taureau, dit-il à Minos, je lui fais son affaire. Son affaire s'écria Minos. Mais il ne s'agit pas de le tuer. Que dirait Poséidon si tu tuais son taureau? Non, non, pas d'histoire. Tu le captures vivant et tu l'emportes.
Minos conduisit Hercule dans un pré où le taureau était couché se reposant de ses cavalcades. Hercule poussa un sifflement d'admiration. À côté de cet animal, le sanglier d'Érimante n'était qu'un petit lapin. Me permets-tu de lui couper un jarret avec ma bonne épée demanda Hercule. Intact, dit Minos. Tu le captures intact. Hercule se grattait pensivement la tête. Que dirais-tu d'un petit coup de massue frontal, juste pour l'endormir, le temps que je le ficelle? Par Poséidon, s'écria Minos, je t'interdis de faire le moindre mal à cette bête divine. Tu l'emportes, un point c'est tout. Es-tu Hercule, oui ou non? Hercule était Hercule. Il posa ses armes, s'enveloppa de la peau du lion, et il avança dans le pré, tandis que le roi Minos grimpait dans un platane pour jouir du spectacle en sécurité. Le taureau leva la tête, dressa les oreilles, et il n'en croyait pas ses yeux. Un homme qui osait se présenter devant lui, un homme plus grand, plus large qu'il n'en avait jamais vu. Le taureau se mit sur ses pattes, frémissant de colère. Hercule avançait lentement, les yeux dans les yeux du taureau. Tout d'un coup, l'énorme masse fut sur lui avant qu'il ait pu l'éviter. Le choc l'envoya rouler à 10 pas, mais les cornes n'avaient pas entamé la peau du lion. À peine Hercule s'était-il relevé que le taureau chargeait encore. Cette fois, Hercule l'esquiva, mais pas assez. Une corne se prit dans le pan de la tunique, et Hercule se retrouva tout nu. À la prochaine charge, les cornes allaient le transpercer aussi facilement qu'un nourrisson. Mais le taureau s'acharnait avec fureur sur la peau du lion, comme si Hercule n'existait plus. Alors, une idée germa dans la tête d'Hercule. Sans doute était-ce Athéna qui l'y avait mise, car son esprit était moins affûté que ses muscles. Il s'approcha du taureau par derrière, tira vivement la peau du lion, et il la présenta au taureau. Le taureau chargea droit sur la peau du lion. Hercule esquiva, tenant la peau tendue à bout de bras, comme un torero. Le taureau fit demi-tour, chargea. Hercule esquiva d'une autre passe. Une charge, une passe. Hercule se rapprochait insensiblement du platane où Minos était perché. Encore une charge, encore une passe. Et le taureau, emporté par son élan, planta ses cornes dans le platane, si profondément qu'il ne pouvait plus s'en défaire. Il secouait cet arbre comme un prunier. Minos, là-haut, se cramponnait aux branches, et tout ce que le taureau obtint, ce fut de faire tomber le roi comme une prune. Hercule, riant à gorge déployée, lui dit Ramasse ta majesté, Minos, et va me chercher les courroies qui tiennent mon épée et ma massue. Avec l'une, il ligota les pattes de derrière, et avec l'autre, les pattes de devant. Le taureau cessa de secouer l'arbre et resta immobile, tremblant d'indignation, mais dompté. Des crétois sortaient de partout, comme des escargots après la pluie, criant et applaudissant. Hercule demanda une hache et abattit le platane, qui, en tombant, fit tomber le taureau. Hercule desserra un peu les entraves, attacha une corde au tronc, et en route. Le taureau le suivit à petits pas jusqu'au bateau, portant le platane comme un panache sur sa tête. Ils débarquèrent en Grèce, et l'un tenant l'autre en laisse, ils se dirigèrent vers le palais de Tyrinthe, où Eurysthée, épouvanté, supplia Hercule de le débarrasser de cet animal. Mon travail était d'en délivrer la Crète, dit Hercule. Je l'en ai délivré. Sans lui faire de mal, il se porte si bien qu'il porte un arbre sur la tête. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de le remettre à la disposition de Poséidon. Hercule entailla le platane et l'arracha des cornes du taureau. Puis il défit ses liens. Le taureau partit au grand galop, pétaradant des 4 sabots. Et à compter de ce jour, ce fut dans le royaume d'Eurysthée que le taureau répandit la terreur. Maintenant, il s'agissait de voler 4 juments. Et quoi? Voler des juments? Est-ce là un travail d'Hercule? Ces juments étaient un peu spéciales. Elles appartenaient à un affreux tyran nommé Diomède, qui régnait en Thrace, dans le nord de la Grèce, sur un peuple mal dégrossi, les Bistones. Et ce méchant roi faisait servir à ses juments, dans de luxueuses mangeoires de bronze, de la chair humaine. Oui, ces juments étaient carnivores, et Diomède découpait ses sujets en morceaux pour les nourrir. Elles avaient un énorme appétit, et elles auraient bien dévoré tous les bistones si elles n'avaient été, jour et nuit, attachées à des chaînes d'airain.
Ainsi, elles ne mangeaient que les bistonnes qui avaient le malheur de déplaire à leur roi. C'était encore trop. Hercule avait reçu l'ordre de faire cesser cette barbarie. Ne marchant que la nuit, se cachant pendant le jour dans les bois, il pénétra dans le royaume des bistonnes, atteignit l'écurie sans être vu. Dans l'ombre, il ne distinguait pas les 4 juments, mais au bruit de leurs mâchoires broyant les os, il ne pouvait pas se tromper. En s'approchant, il vit les chaînes d'airain qui luisaient faiblement. Il en prit une à 2 mains, banda ses muscles et brisa la chaîne comme si ce n'était qu'une vulgaire ficelle. La jument stupéfaite n'avait pas réagi. Mais la seconde, sa mâchoire se referma sur un bras d'Hercule avec un claquement sec, et elle poussa un hennissement de douleur. Elle s'était cassé les dents sur la peau du lion. Les 2 autres n'essayèrent pas d'y tâter. Hercule noua ensemble les 4 bouts des chaînes et s'en alla avec son petit troupeau de juments. Seulement le lendemain matin, quand le roi vint assister au petit déjeuner de ses juments, plus de juments, plus personne pour manger les sujets du roi Diomède. Il envoya des éclaireurs dans toutes les directions, et ne tarda pas à savoir de quel côté les juments étaient partis. Au galop, à la tête de ses troupes, il se lança à leur poursuite. Quand Hercule vit approcher ce nuage de poussière, il attacha les juments à un arbre, y appuya son carquois plein de flèches, et attendit de pied ferme. Dès que les cavaliers furent à portée, il se mit à tirer à toute vitesse. Les flèches d'Apollon ne manquaient pas leur but, et le venin de l'hydre ne pardonnait pas. Les soldats du roi Diomède, voyant leurs camarades en si grand nombre foudroyés, tournèrent bride, abandonnant leur roi, qui aurait bien voulu les suivre, mais ne le pouvait pas, car Hercule avait visé son cheval. Non point qu'il eût l'intention de l'épargner, il le gardait pour la bonne bouche de ses juments. Elles étaient affamées, n'ayant rien eu à manger depuis le cambriolage. Elles n'en firent que 4 bouchées, chacune une. Ce roi était si mauvais qu'il les dégoûta de la chair humaine. Et Hercule ramena à Tirynthe des juments qui broutaient l'herbe. C'était bien dommage. Si elles avaient mangé Eurysthée, cela aurait épargné à Hercule des travaux beaucoup plus dangereux. Ce travail-là avait tout l'air d'une partie de plaisir. Naviguer dans la mer Égée, avec des escales dans des îles enchantées, franchir les détroits de l'Hellespont et du Bosphore, déboucher dans la mer Noire. Les touristes aujourd'hui payent cher pour faire cette croisière. Et au bout du voyage, qu'est-ce qui attendait Hercule? Le fabuleux royaume des Amazones. Il valait le déplacement, ce royaume. Les Grecs en rêvaient. Ils en rêvaient, mais ils se gardaient bien de s'y aventurer. Les Amazones étaient des guerrières redoutables. Pour mieux tirer à l'arc, elles se coupaient le sein droit. Elles vivaient sans hommes. En vérité, elles étaient invincibles parce que le dieu de la guerre, Arès, qui s'appela ensuite Mars, les protégeait. Il avait même donné à la reine des Amazones, Hippolytée, une ceinture qui symbolisait sa protection. Et voilà que la fille d'Eurysthée, une enfant gâtée, désirant un cadeau pas banal pour épater ses amis, disait à son père: Papa, je veux la ceinture de la reine des Amazones. Eurysthée trouva que c'était une excellente idée pour embêter Hercule. À titre exceptionnel, il lui accorda la grâce d'embarquer sur son bateau un équipage de marins d'élite. L'armée des Amazones était alignée sur la plage. La reine à quelques pas devant les arcs bandés. Hercule intrépide sauta dans l'eau, suivi de ses marins, tous prêts à livrer un farouche combat. Ils avançaient maintenant sur le sable, lentement. La reine ne donnait pas l'ordre de tirer. Et voici, ô miracle, qu'Hippolytée ordonnait à ses Amazones de débander leurs arcs. Voici qu'elle se prosternait devant Hercule. Elle, la reine des femmes invincibles. Sitôt qu'elle avait vu paraître ce super mâle, elle avait reconnu son maître. Elle en était tombée amoureuse. L'honneur des hommes grecs était sauvé. Elle offrit un festin à Hercule et à ses compagnons. Ensuite, elle se retira dans ses appartements avec Hercule, lui permit de dénouer sa ceinture, et avec, elle lui donna ses pouvoirs. Ah oui, il méritait le voyage, ce royaume des farouches Amazones. Elles étaient aux petits soins pour leurs hôtes. Elles les baignaient, elles les oignaient d'huile douce,
Elle les abreuvait de leur hydromel de derrière les fagots, elle les caressait, enfin ils se trouvaient si joliment bichonnés qu'ils n'étaient pas du tout pressés de repartir avec la ceinture. Pour un travail d'Hercule, c'était un drôle de travail, et cela ne faisait pas du tout l'affaire des rats qui, dans les jardins de l'Olympe, allaient et venaient à grands pas, les mains derrière le dos, ruminant sa colère et cherchant le moyen de mettre du gâchis dans ce bonheur-là. Hercule lui-même lui fournit ce moyen, le jour où il dut se résoudre, la mort dans l'âme, à dire à Hippolyte: Très chère reine, il est temps que je songe au départ. Déjà je me suis trop attardé dans les délices que je trouve auprès de toi. Partir? S'écria la reine. Mais pourquoi? N'es-tu pas heureux de régner sur mon cœur et sur mon royaume? Je suis heureux comme un roi, répondit Hercule. Mais il faut que je te l'avoue, je ne suis qu'un esclave condamné à des travaux forcés par une injuste déesse. D'autres travaux encore m'attendent, auxquels il ne m'est pas permis de me soustraire. Hippolyte versa d'abondantes larmes. Quand elle eut assez pleuré, sa résolution était prise. Je partirai avec toi, dit-elle. Hercule eut beau lui représenter qu'elle s'exposait à des malheurs sans nom, elle ordonna à ses servantes de préparer ses bagages. Alors le bruit se répandit parmi les Amazones qu'Hercule allait enlever leur reine. Hippolyte fit annoncer qu'elle partait de sa propre volonté. Les esprits n'en furent pas apaisés, parce qu'une Amazone, qui avait la langue particulièrement pointue, allait des unes aux autres, disant: Comment une reine des Amazones est-elle tombée si bas qu'elle nous abandonne pour suivre un homme? Allons-nous supporter qu'elle renie le mépris des hommes qui a fait notre gloire entre toutes les femmes de la terre? Cette Amazone était une fieffée contestataire que la reine avait éloignée à la garde des frontières, et chacune s'étonnait bien un peu de la voir. Mais on l'écoutait sans trop réfléchir, tant l'émotion échauffait les esprits. En fait, cette Amazone n'était autre qu'Héra elle-même qui en avait pris le visage. Pour cette ruse, elle n'avait eu qu'à s'inspirer de Zeus chez Amphitryon. Aux armes, Amazone, criait-elle, aux armes, pour l'honneur de la reine. Et les flèches de pleuvoir sur Hercule et ses compagnons. La petite troupe se repliait en bon ordre vers le rivage, protégeant la reine derrière les boucliers. Hercule, invulnérable dans la peau du lion, décochait des flèches empoisonnées, fauchant les Amazones. Soudain, Hippolyte, écartant le rempart des boucliers, surgit entre les combattants, criant à ses guerrières: Arrêtez, arrêtez, je suis libre, je suis libre. Une flèche vint se planter dans sa poitrine. Elle tomba en murmurant: Je suis libre d'aimer. Hercule s'agenouilla près d'elle. Il soutenait dans le creux de son bras le visage de cette femme si digne d'être aimée. Le plus valeureux des hommes, la plus valeureuse des femmes, les yeux dans les yeux, aurait voulu arrêter le temps. La lumière s'éteignit dans les yeux de la reine des Amazones. Hercule rapporta la ceinture à Eurysthée, mais sa fille fut bien déçue. Héra, mécontente du mal qu'elle avait dû se donner, confisqua la ceinture. Elle ordonna à Eurysthée de l'apporter dans son temple et de la mettre à sa statue. Avec tous ses travaux, Hercule n'avait pas quitté la terre. Sans doute, le royaume des Amazones était un pays inconnu et étrange. Tout de même, ce n'était pas beaucoup plus loin que le fin fond de la Méditerranée. Mais l'île Rouge, elle était au bout du monde, cette île, quelque part dans les lointains de l'Occident, où chaque soir s'engloutit la boule rouge du soleil. On ne savait qu'une chose: son roi, Gérion, était un cruel géant, à 3 têtes qui dévorait les hommes assez fous pour venir chez lui. Eh bien, il fallait qu'Hercule y aille, qu'il le tue, et qu'il ramène pour preuve les bœufs de Gérion. Tout cela était facile à dire, mais d'abord, par où passait-on pour aller au bout du monde? Par la mer? Hercule ne se sentait pas assez bon marin pour un pareil voyage. Il partit à pied, par l'Afrique du Nord, et il marcha. Marcha. Le soleil tapait dur. Hercule suait à grosses gouttes dans la peau du lion. Un jour, n'y tenant plus, il se mit à insulter le soleil. Comme le soleil n'en brillait pas moins, il brandit son arc en hurlant: Prends garde, soleil! Si je tire, je te crève comme une outre. Ces flèches ne manquent jamais leur but, car Apollon me les a données. Apollon, le plus beau des dieux. Or,
Il y avait une chose que les hommes ne savaient pas encore. Apollon n'était pas seulement le dieu de la musique. Zeus l'avait promu dieu du soleil, à cause de sa chevelure blonde, brillante comme les rayons du soleil. Apollon, charmé de s'entendre proclamer le plus beau des dieux, n'eut qu'un mot à dire au soleil, et le soleil permit aux nuages de venir déployer leur ombre au-dessus de la tête d'Hercule. Mieux encore, Hercule entendit une voix qui descendait du ciel. C'était le soleil qui lui parlait, tout simplement, et lui disait « Mon pauvre Hercule, jamais tu n'atteindras l'île rouge où je me couche. Par-delà les terres habitées, au milieu de l'océan immense. Comment irais-tu là-bas à pied? Mais vois, j'ai pitié de toi. Je vais te prêter la coupe d'or, plus rapide que le vent, qui chaque nuit, quand je me suis couché sur la mer occidentale, me ramène à l'Orient pour une autre course dans le ciel. Promets-moi seulement de me la rendre ce soir. Sinon, demain ne serait pas un autre jour. Hercule n'en croyait pas ses oreilles. Il se demandait s'il n'avait pas attrapé un coup de soleil. Mais non, la coupe d'or était là, devant lui, plus vaste qu'aucun navire jamais vu. Hercule y embarqua. La coupe d'or partit comme une fusée. La terre d'Afrique puis la Méditerranée défilaient sous lui à toute vitesse. En un rien de temps, il fut au bout de la mer, à un endroit où une étroite bande de rochers entre l'Afrique et l'Europe la fermait, et au-delà s'étendait à perte de vue la mer Océane. Si ces deux mers communiquaient, se dit-il, ce serait pratique pour les bateaux. Et il dit au soleil, tu ne voudrais pas faire descendre un peu ta coupe, juste le temps d'un petit travail? Hercule, on le voit, n'était pas paresseux, et il pensait aux autres. La coupe descendit au ras des vagues, Hercule saisit son épée, et au passage, rah, il fendit en deux le rocher. Ainsi fut ouvert le détroit que les anciens appelèrent les colonnes d'Hercule, et que nous appelons Gibraltar. Quelques minutes plus tard, la coupe d'or le déposait dans l'île rouge. Les algues du rivage, les arbres tordus par le vent, l'herbe, tout était rouge, sauf les bœufs qui étaient blancs. À part les bœufs faciles à repérer, on ne voyait pas âme qui vive, pour la raison que les hommes qui s'étaient aventurés jusqu'ici étaient tous morts et dévorés. Et Hercule ne voyait pas non plus Gérion, le géant dévoreur à trois têtes, pour la raison qu'il était rouge de colère. Gérion, lui, l'avait vu atterrir et il le guettait. Alors qu'Hercule passait près d'un arbre, trois têtes surgirent. Mais il se méfiait. Il fit un bond en arrière et les trois mâchoires claquèrent dans le vide. Aussitôt, vite, trois coups de massue et trois têtes fracassées. Il n'y avait plus qu'à rassembler les bœufs. Hercule les embarqua dans la coupe d'or du soleil qui déposa tout le monde sur la terre ferme. Non pas en Grèce, cependant, car la nuit tombait, et le soleil avait besoin de sa coupe volante pour se faire transporter à l'Orient. Hercule se retrouva en Ibérie, que nous appelons Espagne. Il ne pouvait pas revenir par l'Afrique, puisqu'il avait fendu la terre au détroit de ses colonnes. Il prit par le sud de la Gaule, poussant devant lui son troupeau. Il mit si longtemps pour atteindre la Grèce qu'Eurysthée le croyait mort et s'en réjouissait. Il lui fallut déchanter. Hercule était revenu. Avec ses superbes bœufs blancs qu'Eurysthée voyait déjà dans ses troupeaux, il lui fallut encore déchanter. Il dut remettre les bœufs comme la ceinture de la reine des Amazones au temple des rats. 10 travaux. Normalement, Hercule avait fini de travailler. Mais comme Eurysthée avait décidé que 2 d'entre eux n'étaient pas valables, il était bon pour 2 encore, et cela ferait la douzaine. Jusque-là, si l'on regarde bien, tous ces travaux avaient été un combat contre le mal. Sauf 2 peut-être, dont on pourrait discuter. La reine des Amazones n'était point une méchante reine, mais ces femmes qui méprisaient les hommes, c'était aux yeux des Grecs un cas pendable. La biche de Sérénie, quel mal avait-elle fait? Aucun. Mais elle était la biche sacrée d'Artémis, déesse sauvageonne qui se moquait des hommes. Toujours un cas pendable. Quant aux autres travaux, pas de doute, le lion de Némée,
le sanglier d'Érimanthe, les oiseaux et les juments qui dévoraient les humains, le taureau de Minos qui les terrorisait, l'hydre de Lerne qui jetait son venin dans les cœurs, le mal. Le mal qu'Hercule avait vaincu. Et les écuries d'Augias. En vérité, Hercule était le grand balayeur du mal. Mais cette expédition dans l'île Rouge d'où aucun homme jamais ne revenait, eh bien il s'agissait de savoir si Hercule était capable de triompher du plus grand mal qui afflige les hommes, la mort. Il l'avait fait. Il avait donc mérité l'immortalité promise. Seulement voilà, il devait accomplir encore 2 travaux en supplément au programme. Et ceux-là, Héra les avait choisis à la hauteur d'un immortel. L'un allait le conduire au paradis terrestre, s'il était capable d'y aller, et l'autre dans les enfers, s'il était capable d'en revenir. Quand Héra avait épousé Zeus, sa mère Gaïa, qui n'était autre que la terre, la vieille terre mère de toutes choses, lui avait donné en cadeau des pommiers. Cela n'avait pas l'air d'un cadeau somptueux, des pommiers, mais ils poussaient dans un jardin enchanté, dont les jardinières, les Hespérides, étaient des femmes de toute beauté. Leurs pommes étaient en or et assuraient une éternelle jeunesse. Le jardin des Hespérides, c'était le paradis terrestre. Malheureusement, personne ne savait où il était. D'ailleurs, si les hommes avaient pu trouver le paradis, ils n'auraient pas pu y entrer, car il était gardé par un serpent, nommé Ladon, qui avait 100 têtes et autant de batteries de crocs dont le venin était pire que celui de l'hydre. Hercule devait aller chercher les pommes d'or du jardin des Hespérides, ni plus ni moins. Hespéride, cela voulait dire fille du couchant. Mais le couchant, Hercule en revenait, il savait qu'il était vaste. Si encore Apollon avait pu lui prêter la coupe du soleil pour explorer les terres de l'Occident. Mais Héra, furieuse contre son fils, l'avait prévenu. S'il recommençait, elle le jetait en bas de l'Olympe, et il ne serait plus parmi les hommes qu'un mendiant jouant de la lyre. Hercule reprit la route de l'ouest par l'Afrique, et il marcha et transpira jusqu'au bord de la mer Océane, pas très loin de l'endroit où il avait taillé ses colonnes dans le rocher. Là, il ne pouvait pas manquer de voir le géant Atlas, qui soutenait le ciel. Et il était bien content de le voir. C'était exactement ce qu'il cherchait. À vrai dire, Hercule n'y aurait pas pensé tout seul. C'était une idée d'Athéna, toujours fidèle à sa promesse de l'aider en cas de besoin. Il faut savoir qu'Atlas appartenait à une bande de géants, les Titans, qui s'étaient révoltés contre Zeus. En châtiment, Zeus avait condamné Atlas à soutenir le ciel. Et il était là, tout droit, avec le ciel sur le dos. Or Atlas était le père des Hespérides. Hercule se planta devant lui, et il lui dit ces paroles enduites de miel qu'Athéna lui soufflait dans l'oreille. Fier Titan, j'admire ta puissance, ton endurance, ta patience à porter ce fardeau céleste. Tu dois avoir envie de te dégourdir les jambes. Te plairait-il d'aller faire une petite promenade dans le jardin des Hespérides? Je suis chargé d'une mission de la plus haute importance. Héra désire que je lui rapporte ses pommes. Tes filles ne te les refuseront pas. Tu seras agréable aux dieux, et tu auras pris un repos bien mérité, car pendant ce temps, je porterai le ciel. Mais lorsqu'Atlas revint avec les pommes, il avait pris goût à la liberté, et lui dit Fier Hercule, j'admire ta puissance, ton endurance, etc. Jamais le ciel n'a été plus fermement soutenu. Aussi irai-je moi-même porter les pommes d'Héra. Par Zeus, Hercule n'avait pas prévu ce tour-là. Bouillonnant de fureur, il allait sauter sur Atlas, et le ciel tombait sur la tête des hommes. Athéna le retint et lui souffla ces paroles ailées. Fier Titan, tu as les pommes, et je comprends que tu tiennes à te faire bien voir des beaux yeux d'Héra. Cependant, ton absence sera longue, et je ne suis pas aussi robuste que toi. Soutiens le ciel un instant, que je mette un coussin sur ma nuque. Atlas soutint le ciel, Hercule ramassa les pommes, et s'enfuit d'un pied léger. Il n'avait pas vu le paradis, mais le serpent aux 100 têtes ne l'avait pas piqué, et il rapportait les pommes d'or de l'éternelle jeunesse. Eurysthée, les voyant, sauta de joie.
Erreur. Elle n'était pas pour ce goujat, ni pour aucun homme d'ailleurs. Héra ordonna à Athéna de les rapporter au jardin des Hespérides. Hercule n'avait plus qu'à descendre dans les enfers et à en rapporter Cerbère, le chien de garde des morts. Eurysthée espérait bien qu'il y resterait. Pour trouver l'entrée des enfers, il n'était pas besoin d'aller loin. C'était dans le sud de la Grèce, au cap Ténaré, presque en face de l'île de Cythère où les amoureux vivaient leurs plus beaux jours. Un gouffre qui plongeait dans les profondeurs de la terre. La porte des enfers était juste à côté du bonheur. Mais seuls les morts franchissaient cette porte. Hercule, lui, devait la franchir vivant. Et là, Athéna pourrait-elle l'aider? Elle l'attendait à l'entrée du gouffre. À côté d'elle se tenait un jeune dieu qui portait des petites ailes à son casque et à ses chevilles. Hercule ne pouvait pas s'y tromper. Il avait devant lui Hermès, frère d'Athéna, le guide des voyageurs sur la terre et des morts dans le grand voyage souterrain. Hermès avait un sourire moqueur. Il était toujours prêt à jouer un tour aux autres dieux. Donne-nous la main, dit Hermès, et n'aie pas peur. Peur? Lui? Hercule? Il donna quand même la main à Hermès et à Athéna, comme un petit garçon, et ils s'enfoncèrent dans l'antre de la terre. C'était tout noir, mais on y voyait un peu grâce aux yeux d'Athéna, qui brillaient comme deux phares. Des chauves-souris voletaient en zigzag. Une chouette vint se poser sur l'épaule d'Athéna. Plus il descendait, plus il faisait chaud. Une vapeur qui ruisselait sur les parois obscures semblait monter d'une chaudière. Un sourd grondement grandissait. À un détour du souterrain, ils se trouvèrent soudain au bord d'une rivière bouillonnante et fumante, le Styx qui marquait la frontière des enfers. Là, le passeur des morts, Charon, attendait ses clients. Voyant Hercule en si belle compagnie, il n'osa pas lui demander son acte de décès. Charon les fit monter dans sa barque et les transporta sur l'autre rive, d'où personne jamais ne revient. Ils marchèrent longtemps dans une espèce de désert grisâtre, constitué de millions de carapaces d'insectes qui craquaient sous les pieds. Enfin, ils arrivèrent devant une porte de basalte noir qui s'ouvrit toute seule devant Hermès. Après cette porte, il y en avait une autre, et encore une autre. Il y en avait 7, et toutes se refermaient derrière eux. Quand la dernière porte se referma, Hercule crut que son dernier jour était venu. Un chien à 3 têtes, Cerbère, le portier des enfers, retroussait ses babines sur ses dents pointues. Mais cette bête féroce, voyant Hermès, agita joyeusement la queue et vint lui lécher les mains avec ses 3 langues. Il m'aime bien, dit Hermès, parce que je lui amène toujours des morts. Mais, bredouilla Hercule, est-ce que je suis mort? Hermès lui jeta un coup d'œil narquois. Tu as l'air plus mort que vif, dit-il en riant. On pourrait s'y tromper. Un chien, peut-être, dit une voix tonnante, mais pas moi. Qui parlait? Hercule avait beau écarquiller les yeux, il ne voyait que des ombres silencieuses, presque transparentes, qui semblaient flotter le long des parois rocheuses. Les morts. Avance, dit la voix, roulant de roc en roc comme le tonnerre dans les montagnes. Hermès et Athéna avancèrent lentement, tenant Hercule par la main. Les cavernes succédaient aux cavernes, reliées entre elles par un dédale de tunnels, et partout, ces ombres impalpables. On avait l'impression de passer à travers elles. Tournez à droite, tournez à gauche, commandait la voix. Ils débouchèrent dans une caverne si vaste que l'on n'en distinguait ni les parois, ni la voûte. Ils s'immobilisèrent devant un trône de pierre, ou plutôt une colonne, et là-haut était assis Hadès, aux sourcils broussailleux, le dieu qui gouvernait le royaume des morts. Athéna et Hermès abandonnèrent la main d'Hercule, non sans qu'Hermès lui ait chuchoté à l'oreille « Tiens ta main suprète !» Hermès se prosterna respectueusement, puis il dit « Grand Hadès, dieu redouté de tous qui règne sur les morts, pardonne-moi d'avoir conduit jusqu'à toi un vivant. » Que m'importe, gronda Hadès, il ne sortira pas vivant d'ici. Pardonne-moi, reprit Hermès d'une voix doucereuse,
Il est en service commandé. Héra elle-même lui a ordonné de descendre au royaume souterrain. Qui commande ici? Tonna Hadès. L'épouse de Zeus se croit-elle tout permis? Pardonne-moi, poursuivit Hermès sans s'émouvoir. Cet homme-là n'est pas comme les autres. Viens le regarder de près. Il est fils de Zeus et d'Alcmène, la plus belle des femmes. Hadès descendit de sa colonne. Une longue langue rouge sortait de sa bouche comme un jet de flamme. Il vint regarder Hercule sous le nez. Et alors, dit-il, est-il Dieu? Est-il immortel? Non, n'est-ce pas? Donc c'est un homme mort et... Hadès s'affaissa mollement. Hercule lui avait donné sur la tête un petit coup de massue, avec tout le respect qu'il devait à un dieu. Hermès lui conseilla d'aller se faire soigner dans l'Olympe, et entraîna Hercule vers la sortie, en courant dans le dédale des cavernes. Athéna y était déjà, abreuvant de paroles de miel cerbère, qui semblait fasciné par la lumière de ses yeux. Hercule, tout fier d'avoir assommé le roi des morts, avait retrouvé son courage intrépide. Il caressa Cerbère, et Cerbère remua la queue. Il commanda « Couchez !» et Cerbère se coucha. Alors il prit les lanières qui avaient maîtrisé le taureau de Minos, les enroula autour des 3 coups du chien, et il remonta sur la terre, tenant en laisse le portier des enfers. En émergeant du gouffre, Hermès lui dit avec son sourire moqueur. Rien n'est impossible, Hercule, quand on n'a pas peur de la mort. Hercule allait répondre qu'il avait eu très peur. Trop tard. Hermès et Athéna avaient disparu. Atirinthe, Eurysthée voyant arriver Hercule avec Cerbère en laisse, plongea dans la jarre. Il n'en ressortit qu'après qu'Hercule eut envoyé Cerbère aux enfers. Dans l'Olympe, Hadès gémissait, se plaignait à Zeus. Tâte, grand Zeus, tâte la bosse de mon crâne. Ton fils a osé me faire ça, à moi qui règne sur les morts. Qu'est-ce que nous allons devenir, nous les dieux, si tu permets qu'un simple mortel commette un tel outrage? Mais Zeus, loin de prendre en pitié Hadès, riait. Tous les dieux riaient de plaisir. Même Héra, ô miracle, riait. Mon fils n'est plus un simple mortel, dit Zeus. Par ses travaux surhumains, il a mérité de devenir immortel. Et puisqu'il doit cette gloire aux épreuves qu'Héra lui a imposées, je déclare qu'il sera pour toujours Héracléos, la gloire d'Héra. Je suis heureuse, dit Héra, que tu reconnaisses enfin mon pouvoir. Tu n'avais engendré qu'un homme. Par les peines et les travaux que je lui ai infligés, j'en ai fait l'égal des dieux. J'engage ici ma parole. Le jour où il viendra se joindre à nous dans les délices de l'Olympe, je lui donnerai en mariage ma fille Hébé, déesse de l'éternelle jeunesse.